Radio Express FM, on a un plateau spécial où on traite justement le sujet de la conférence l'ESPAF Business School. On a nouveaux justement risques, nouveaux outils ou encore nouveaux instruments justement avec les panélistes اللي يكونوا موجودين معنا. هذاك علاش فرحان برشا بوجود سيانيس ماتوسي, conférencier, également directeur de l'Institut du risque et de l'assurance IRA et de l'école d'actuariat du Mans en tant qu'expert في الكونفيرونس هذيا. مرحبا بك معنا سيانيس. مرحبا, ميرسي عايشك. ميرسي, شكرا ليك اللي موجود معنا. كما قلنا اليوم نحكيو جوستومون على لي نوفو ريسك, على لي نوفو انسترومون. معك انت شارك يمكن اكثر على لو فولي ريشيرش, comment aussi former les actuaires de demain justement. سؤال directement كما قلنا اليوم justement vous êtes un peu dans la formation. Comment adaptez-vous justement le volet donc recherche, formation, le volet pédagogie face à ces nouveaux enjeux, les Hajalim Mohamed Barch? Merci. Donc, tout d'abord, on a toujours, en tout cas au Mans, personnellement, depuis 20 ans que je suis responsable de cette formation, qui a été dernièrement accréditée par l'Institut des actuaires. Donc, comme la 9e formation initiale qui a été accréditée. Alors, l'accréditation, c'est pour donner les titres d'actuaire. Oui. Le titre, voilà, on peut avoir le master d'actuariat sans le titre. D'accord. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans? On a essayé de développer ça depuis d'une année à l'autre, mais on se base sur une relation étroite avec les entreprises. Alors, je clarifie bien la situation. On ne dépend pas des entreprises, c'est qu'on a notre vision des choses. Évidemment, ça reste l'actuariat, c'est des mathématiques appliquées. Donc, c'est plutôt quels sont les outils mathématiques adaptés pour calculer le risque. Ça veut dire calculer, c'est quoi le risque? Ça veut dire quelle prime l'assuré va payer pour l'assurance, auto ou bien multirisque habitation ou bien autre. Et en même temps, la couverture de risque. Le plus difficile. Oui. D'accord. Donc ça, c'est difficile. Et comment on y arrive? On a mis en place depuis, pareil, 15 ans, qu'on appelle le conseil de perfectionnement de l'école. Et chaque année, on discute avec les professionnels pour avoir un retour de leur part sur leurs besoins. Et qu'est-ce qu'ils remarquent qui manque pour mieux comprendre le risque d'aujourd'hui. Donc ça nous a permis de développer d'une formation avec 30% d'intervenants professionnels dans la formation, par exemple au Mans, mais aussi dans d'autres, au CNAM ou d'autres formations de l'Institut des actuaires sont aussi concernées. Donc l'implication des professionnels est importante. Alors pourquoi? C'est parce que nous, l'académicien, je suis professeur d'université, donc je suis mathématicien, donc on donne les outils mathématiques. Oui. Mais les professionnels, quand ils viennent enseigner chez nous, ils vont apporter des études de cas simples, pratiques. Et donc l'étudiant qui a eu ce cours-là, la double formation pratique, donc quand il va en stage ou en alternance après, ou bien qu'il va travailler, il est déjà opérationnel. Déjà, ça, c'est premièrement. Oui. Et deuxièmement, on est à la pointe aussi des outils, des nouvelles méthodologies. Pourquoi? Parce que les nouvelles méthodologies ne peuvent pas arriver sans recherche. Oui. Donc, du coup, chez moi, je suis chercheur, quand je fais ma thèse, si vous regardez les titres de ma thèse, il n'y a aucun actuariat dedans. Mais le fond, derrière les outils, on a utilisé ces outils-là pour modéliser ces risques-là maintenant. Et donc, on mesure les risques. On les couvre, et donc on apprend à nos étudiants les derniers outils, d'accord, qui sont développés en recherche, qu'ils les appliquent, même s'ils ne les appliquent pas tout de suite dans l'entreprise, mais ils occupent les actuaires, et les chargés d'études actuarielles, ils occupent des postes qui sont importants et qui sont amenés à évoluer, et donc ils doivent être capables de s'adapter au monde de demain. Donc le monde de l'assurance, c'est un monde qui maintenant ne peut plus se passer de la recherche, qui n'était pas le cas depuis quelques temps avant. Exactement. Voilà. Justement, comme vous avez pu le dire, c'est un domaine qui ne peut plus se passer de la recherche. L'évolution, l'évolution des nouvelles technologies, justement, لكن ما قبل حبيت justement سؤال شنو اليوم سينيس les types de risques émergents en tant que chercheur اليوم que vous voyez qui sont peut-être نوعا ما نقولوا احنا sous-estimés او ما نحكيوش عليهم برشا. Oui,
Nous, en fait, au moins, depuis 2016, je crois, on a la chaire dans le cadre de l'Institut Louis Bachelier, hein, donc c'est elle qui gère, je crois, des dizaines de chaires en France, à Paris, et avec une entreprise qui s'appelle Covea. Covea, c'est une entité qui regroupe MMA, GMF et MAF. Et donc, depuis 2016, par exemple, on a un chaire qui s'appelle risque émergent ou atypique en assurance. Déjà, on a compris que... Et pourquoi on a fait ça? C'est pour regarder ces problèmes émergents. Et quels sont les risques émergents? Le premier risque émergent qu'on a maintenant, évidemment, c'est climatique qui dévance tout le monde, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, justement. Par exemple, l'année dernière, dans le sommet mondial d'économie à Davos, en 2024, le premier risque qui a été classé, le premier risque, n'est pas le risque climatique, c'est le risque de désinformation. Désinformation. Okay. Alors, ça veut dire quoi, désinformation? C'est le risque qu'on appelle fake news. Ça peut aussi véhiculer l'ingérence de d'autres, par exemple... par des tuyaux, des canaux de communication maintenant et numériques sur les votes qu'on peut dans des démocraties, qui peut changer un peu le paysage. Donc ça, c'est vraiment important et on voit bien qu'il y a des pays, je ne vais pas le nommer, mais des pays qui en font leur arme. Aussi, leur faire valoir pour aussi peut-être faire pression aussi. Je ne sais pas, moi je sais pas, on ne fait pas de la politique, mais quelque part oui. Mais et là, ça c'est des risques vraiment importants. Il y a les risques évidemment cyber. Oui, aussi. Et tout le monde peut être victime d'une attaque numérique à des milliers de kilomètres. Donc c'est ça qui est des risques qui sont vraiment émergent, non, mais sous-estimé. Mais sous-estimé. Voilà, le risque de parce qu'on n'a pas de modèle non plus mathématique fiable. Il y a des modèles qu'on retrouve. C'est des modèles qu'on a utilisés avant, par exemple dans le Covid, pour l'évolution de l'épidémie. On les retrouve pareil. Dans comment on évolue le risque cyber, par exemple, parce que c'est un risque systémique, en fait. D'accord. Et ce qu'on sait faire, en tout cas maintenant, on essaye de prédire, en tout cas. Prédire, dire, voilà, la prévention avant tout. Exactement. Justement, on y le point, Sinis, la prédiction qui me compte la prévention plutôt. La prévention plutôt. Plus précisément. La prédiction, exactement, la prévention. L'humain à travers des outils, justement, les risques mais sous-estimés, qui m'a le cas de la désinformation. L'humain un risque كبير برشا واللي justement l'humain des outils موجودين qui m'a pour de la prévention les nouvelles technologies اللي نشوفوا فيهم نحكيو على l'intelligence artificielle وغيره. Justement, il faut le rechercher, c'est un grand volet. Tout à fait. Vraiment, c'est un grand volet. Et nous, on a intégré, je pense que tous les chercheurs, et je pense que même les entreprises, le monde professionnel a intégré l'intelligence artificielle depuis des années. Mais maintenant, l'intelligence artificielle générative, c'est un autre degré qui est important. Est-ce que c'est un bien ou mal pour l'humanité? Moi, je pense qu'il faut les intégrer. Les intégrer. Est-ce qu'ils sont plus intelligents que les humains? Non, je ne pense pas, parce que quel que soit ce qu'on peut penser, moi je pense que je vous donne ma définition de l'intelligence générative. C'est une bibliothèque très intelligente, une grosse bibliothèque d'informations. Donc vous lui posez une question, il a accès à énormément d'informations. Et évidemment, il a la capacité d'apprendre aussi, parce que si vous lui donnez des questions, ça c'est leur intelligence, mais quand même, il ne dépasse pas l'intelligence humaine. Pourquoi? Encore, parce qu'on a vu que, je ne sais plus quel jeu, je ne me rappelle plus le jeu. Donc l'échec, peut-être le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs, il y a un autre jeu où ils ont dépassé quand même l'humain. Ça, c'est possible parce qu'ils ont cette capacité de faire plusieurs opérations en même temps. Exactement. Par contre, ils ont un défaut important, c'est qu'ils ne connaissent pas, en fait, ils ne sont pas impactés de l'environnement. En fait, cette subjectivité, en fait, si on veut résumer pour ma part, c'est qu'ils n'ont pas de conscience. Bon, si on va faire une discussion philosophique par là, la définition de conscience est compliquée, mais la conscience est très importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que ça impacte est-ce que l'intelligence artificielle, elle est impactée par son environnement?
Et ça, c'est pas Exactement. encore. Roni, c'est un autre point justement qui m'a dit que l'intelligence artificielle موجودة de plus en plus, surtout dans le domaine qui n'a des risques. Une dernière question, Marc Sienis, اليوم كيما نشوفوا vous êtes encore une fois donc chercheur justement في France, donc entre l'Europe et l'Afrique. سؤالي الأخير كيفاش اليوم نجموا نشوفوا une collaboration بين l'Europe وأفريقيا, comment ils peuvent collaborer justement pour faire émerger cette nouvelle génération d'experts. Tout à fait. Et bah, à travers aussi le développement des coopérations internationales, coopération à travers des doubles diplômes, c'est ce que je fais depuis des années. J'ai fait depuis des années et c'est important j'ai développé avec Esprit, avec l'ESB, maintenant avec l'ESPAF, avec l'INIT, en particulier avec le laboratoire l'AMSIN. Oui. Donc on a développé depuis des années ces choses-là. Oui. Et ce qui est important, c'est que ces collaborations elles permettent de transférer en fait, de faire un transfert de compétences. D'accord. Voilà. Et aussi l'Europe a besoin. C'est une collaboration. Win-win. Mais voilà, win-win. Allez, aussi, on a besoin de compétences. Malheureusement, ces compétences quittent la Tunisie, mais ça, c'est le prix à payer. Mais en même temps, on apporte aussi, moi, j'aime bien développer des doubles diplômes avec mobilité et sans mobilité. Exactement. Ça veut dire pour les gens qui restent ici. Voilà. Après, il faut intégrer ce point que les gens veulent quitter, mais au moins, ils peuvent avoir un diplôme sur place. Et on a les compétences en Tunisie. Alors, pour le moment, je ne suis pas seulement en Europe français, je suis franco-tunisien, je suis tunisien d'origine, je suis né en Tunisie. Et je suis très content de développer ces compétences. Je n'ai jamais oublié que j'étais formé en Tunisie jusqu'à 21 ans avant de partir Même si j'ai fait mes études en France, je reste quand même... je suis tunisien et français et c'est pour ça que je développe ces coopérations pour permettre aussi la Tunisie, parce que je pense sincèrement, c'est par affinité, c'est aussi, il y a les compétences. Oui. On a les compétences des jeunes qui sont motivés et qu'il faut les aider aussi à s'accomplir, à avoir leur ambition. Exactement. C'est pour ça que moi, c'est la question, est-ce qu'ils quittent la Tunisie, quittent pas la Tunisie, c'est notre affaire, c'est pas notre... Voilà, c'est pas exactement. Toute une autre question. Qui m'a dit Sienis, ces collaborations justement, qui m'a dit à travers l'événement, la conférence débat, justement, l'espace lié vers cette collaboration entre l'Europe et l'Afrique. شكرا ليك سينيس. يعطيك الصحة اللي كنت موجود معنا. سينيس ماتوسي, conférencier. La conférence اليوم اللي موجودين احنا فيها, également directeur de l'Institut du risque de l'assurance IRA et de l'école Acturia du Mans en tant qu'expert lors de la conférence نتاع اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم في جزء أخير. قعدوا معنا على موجات راديو إكسبريس FM.